moi, ce qui m'intéresserait le plus de savoir, c'est, d'une part, au moment où vous êtes, entre guillemets, passé au numérique. C'est-à-dire, vous parliez tout à l'heure des cahiers, vous parliez des feuilles de littérature qu'il fallait absolument conserver, puis détruire, puis voilà, etc. Alors, au moment où vous êtes passé au numérique, et voilà, est-ce que vous êtes allé dans une gaieté de cœur, ou contraint et forcé, ou par curiosité malsaine, simplement? Et est-ce que finalement c'est quelque chose que vous avez adopté assez facilement, en dépit du fait que le numérique évolue régulièrement, c'est-à-dire que les systèmes d'exploitation changent, que les logiciels anciens ne marchent plus sur les nouveaux, etc. Alors là, on en est tous là, auteur. Enfin, moi, j'y suis allée pour le roman, j'y suis allée franco, de port et d'emballage, directement devant l'écran, pour écrire un roman. Parce que la poésie, j'ai continué sur le cahier. Par contre, le roman, j'ai commencé par directement sur le numérique. Donc, effectivement, vous avez démarré avec des logiciels style Word ou Word, oui, moi j'écris sur Word. C'est pas pour faire la pub, hein. Alors, ce qui est important aussi pour nous, c'est la recherche de documentation. Et ça facilite grandement les choses. Bon, mais le papier n'est pas pour autant abandonné, parce que suite à ça, j'ai trouvé des occurrences de livres papier que j'ai achetés dans certains livres épuisés. Oui, effectivement, l'Internet, le numérique, finalement, c'est une bibliothèque qui tient dans un clavier et dans un écran. Et quand je dis une bibliothèque, c'est des dizaines, des centaines, des milliers de bibliothèques. Donc, effectivement, on peut y chercher le sens d'un mot, les synonymes, pour être basique, on peut y chercher. Moi, ça m'arrive des fois comment on écrit ce mot-là. Et les occurrences. Voilà. Les occurrences voilà. Voilà. Et puis après, si vous écrivez un livre sur les batailles célèbres, si vous ne savez plus de Marignan, vous retrouverez la date sans difficulté et voir beaucoup plus de détails. Ok. Et dites-moi tout. Merci. J'ai tout de suite pris l'informatique à bras corps parce que c'est pas possible de faire autrement avec des textes. C'est tellement plus simple. Voilà. Par contre, l'étape de fabrication est souvent passée par le papier, le stylo, au début, après plus du tout. Mais effectivement, après l'usage d'Internet, ça c'est assez fantastique, mais encore une fois, ne supplante pas du tout le support papier, parce que j'ai jamais trouvé les mêmes informations sur Internet que ce que j'ai trouvé dans le bouquin. C'est pas du tout les mêmes choses. Là aussi, c'est très volatile, on ne peut pas feuilleter de l'informatique, et donc on est obligé de se cogner tout un tas de textes. Enfin bon, c'est pas du tout pratique, mais on trouve des documents très intéressants quand même, notamment une iconographie. Et l'iconographie, quand même, c'est très très utile, parce qu'on peut avoir des textes, des études, des machins très précis, des thèses, des trucs qui sont impossibles à trouver en librairie. Mais par contre, l'iconographie, elle, bon, là, c'est grâce à Internet, oui. Et on en a évidemment bien besoin. Après, je veux dire, je suis ni pour ni contre l'utilisation des outils informatiques de ce côté-là. Je trouve que c'est assez fabuleux, mais ça ne me supporte pas, encore une fois, le reste. On sert tout le temps, tout le monde. Écoutez, je m'attendais non pas à vos réponses, mais je pensais quand même qu'effectivement, depuis l'avènement de ces outils, effectivement, il y a quand même, je pense qu'il n'existe pratiquement plus d'auteurs qui écrivent, si ce n'est la plume loi, du moins, qui conservent les feuillets, les feuillets et les feuillets. Et puis, j'ai cru comprendre aussi que finalement, cet outil qui permet d'avoir un ouvrage initial numérique, puisqu'il est enregistré sur votre ordinateur, vous permet aussi de l'envoyer à votre éditeur. Et je pense que les éditeurs sont peut-être, je dis peut-être, vous poserez la question, satisfaits d'avoir moins de tonnes de papier à manipuler
en fonction du nombre de romans que l'on leur propose, qui sont effectivement pas forcément très très intéressants, et la manipulation du papier, le tri, le rangement, les formats qui sont différents. Je pense que ça peut aussi simplifier la vie de la vôtre d'abord et celle de l'éditeur ensuite. Commencez-vous. Alors, tout simplement, moi j'ai pas connu cette époque. Je pense que j'ai pas connu cette époque tout simplement parce que ça fait 20 ans au bas mot que on ne reçoit plus, sauf exception, d'ouvrages sur papier. Alors ça nous arrive de manière exceptionnelle, surtout sur les ouvrages de maths. Mais bon, effectivement, c'est plus. J'ai envie de dire, c'est complètement un sujet qui est acté. Quand j'ai fait la recherche d'intervenants, je suis effectivement allé sur un certain nombre de sites d'éditeurs, et c'est ce qui m'a fait poser cette question. C'est-à-dire que en bas de site, nous contacter, et puis dans certains cas, sur le site de l'éditeur, vous pouvez joindre votre dossier, votre projet, même on peut l'envoyer par mail. Oui, et puis effectivement, alors souvent, parce que avant d'envoyer son manuscrit, l'auteur, et je dis manuscrit, mais tapuscrit, tout le monde a compris, hein, en pratique on dit manuscrit, il n'y a personne qui utilise le néologisme tapuscrit. En pratique, effectivement, le temps de créer peut-être une confiance avec un auteur potentiel où on n'aurait pas signé, etc. Mais après, vous comprenez bien que les maisons d'édition ne s'amusent pas c'est essentiel en fait de garder la confidentialité, quelle que soit la suite. La confidentialité de documents qu'on reçoit. Ah oui, non, mais que voilà. Vous ne le diffusiez pas à la une du journal local, ça paraît logique. C'est essentiel, mais... peut-être un gain de place, de manipulation, etc. Parce que bon, les formats papier qui pouvaient être envoyés... Oui, mais je vous dis, je pense que ça fait au moins 20 ans que c'est le cas, quoi. Hein. Voilà. Ok. Enfin, moi, quand j'ai commencé, j'ai commencé à envoyer en 2005, c'était déjà les maisons d'édition demandaient du papier. Alors ça a coûté, il fallait imprimer, il y avait le problème de l'impression et il y avait le problème du prix aussi. Alors, bon, il y a en 2005 encore, dans les années... mais maintenant, ça coûte très cher pour envoyer par la poste. Et moi, je me pose la question pour les éditeurs, est-ce qu'ils ne sont pas submergés par ces manuscrits, alors ces fichiers numériques alors nous, ça ne nous coûte rien. Par contre, je ne suis pas convaincue que ce soit plus écolo vu l'énergie que consomment les bases de données. Je me pose cette question. Enfin, vous êtes éditeur, mais un peu spécialisé dans le domaine scientifique. Mais pour les éditeurs spécialisés dans la littérature, je me pose cette question. S'ils ne sont pas submergés de... Alors même si ce n'est pas dans la ligne, les auteurs peuvent se dire ça ne coûte rien, tout ça. Je vais tenter ça. D'un simple clic, le bonheur est peut-être au bout. Oui, moi c'est l'impression que j'ai eue quand j'ai vu effectivement cette possibilité d'envoyer sur le site de la maison d'édition, envoyer votre document. Heureusement, j'écris pas, quoi. Dieu m'en garde. Je ne serai pas à la hauteur. Non, je me disais juste que en fait, comme tout le monde écrit ou veut écrire, tout le monde a des velléités d'écrire. L'envoi du manuscrit, comme ça se fait encore d'ailleurs pour certaines maisons, c'est pas vrai que tout est envoyé par fichier. Hein. Jusqu'à très récemment, il m'est arrivé d'envoyer des trucs par la poste à d'autres éditeurs. Le fait que ce soit par fichier facilite le truc. Et pour les éditeurs, c'est pas forcément très bien parce qu'ils en reçoivent 20, 30 par jour. Et c'est impossible de se dépatouiller de tout ça, quoi. Donc quand c'était un envoi papier, c'est quand même c'est une démarche plus forte. Et donc c'était déjà une sélection qui s'opérait là. Je pense que les éditeurs ne s'y retrouvent pas forcément avec les envois numériques.
Une autre question, vous l'avez déjà aussi rapidement abordée. Bon, autant l'écriture, bon, l'outil informatique vous aide. Juste, tiens, j'y pense, vous n'avez jamais perdu de fichier par hasard? Non? Vos ouvrages ne sont pas perdus avant d'être terminés? Voilà. Et c'est vrai aussi que l'Internet, qui est aussi un outil informatique, un outil numérique, permet d'être, comme je le disais, une bibliothèque gigantesque. Alors, est-ce que c'est tentant de rajouter des éléments dans un ouvrage en disant, bon, après tout, tel ou tel événement ou tel personnage, je ne le connais pas trop, mais bon, apparemment, il a une certaine notoriété, les gens l'aiment bien, donc je vais le glisser dans mon bouquin et je vais chercher des informations sur lui ou sur elle. Est-ce que ça vous a tenté à un moment ou un autre, ou est-ce que vous êtes parti, par contre, sur, disons, une imagination féroce, et puis en contrôlant un peu sur Internet, vous avez aperçu que vous n'étiez pas du tout dans le bon pays, ou pas du tout dans la bonne tradition par rapport à tel ou tel événement? Est-ce que ça fait partie des choses qui vous sont arrivées? Moi, ce qui me guide, c'est mon imagination. Mais après, bon, pour les personnages, je vérifie quand même si je ne suis pas si je ne fais pas d'erreur. Enfin, surtout dans le cadre d'un roman historique. Mais c'est pas le numérique, c'est pas l'outil qui m'influence et qui me guide. Mais bon, je vérifie, c'est quand même un outil de vérification. Et d'ailleurs, sans l'informatique, j'aurais quand même vérifié, je serais allée à la bibliothèque où j'aurais acheté des livres et j'aurais vérifié dans les livres. Aussi, donc, un outil pour vous, sans aucun problème. Et puis, il y a autre chose aussi, qui est un outil que l'informatique, que le numérique favorise, je pense, c'est la communication. Parce que bon, c'est bien joli, je pense, d'écrire des ouvrages, voire de les éditer, mais il faut aussi, tant qu'à faire, les vendre, et donc le faire savoir. Je voudrais commencer peut-être par la maison d'édition. Quel est l'avantage, disons? Alors, il y a eu toute une série de changements. Alors, oui, si vous allez à la FNAC, vous avez remarqué que les livres ont été un peu remplacés par les aspirateurs. Et donc, effectivement, il y a quand même une montée très forte de la vente en ligne, en fait. Quel que soit, je vois que nous, on est à peu près, enfin, les chiffres sont impressionnants, on est à peu près à 80, notre propre site marchand, enfin voilà, il y a vraiment un changement majeur sur ce point-là. Ce qui veut dire que l'ouvrage n'est pas vu physiquement, puisqu'effectivement, les gens vont voir cette petite vignette et puis ils vont lire la 4e de couverture en tant que fiche produit. Mais également, il n'y a pas que les gens qui vont le lire, mais il y a également les algorithmes. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on fait ce qu'on appelle du SEO, donc du référencement naturel, l'idée c'est que dans un ouvrage, et c'est notamment le cas, alors ça l'est peut-être moins sur du roman, mais sur des ouvrages pédagogiques, il est essentiel en fait de ramasser tous les mots-clés pour les algorithmes. Et typiquement, on a sorti il y a peu un ouvrage sur l'entropie. Je pense qu'on est des seuls en France à oser sortir un bouquin de 200 pages sur l'entropie à 20 €, 200 pages de maths. Mais bon, ça fait partie de notre folie. Mais si vous tapez Amazon entropie sur Amazon, vous allez voir qu'en référencement naturel, alors vous allez me dire, il y a peu de gens qui tapent entropie sur Amazon, mais il y a des étudiants de classe prépa, pardon, que ça peut intéresser. Donc ça a changé les titres, ça a changé les 4e de coup, ça a changé les couvertures aussi, qui sont beaucoup moins mosaïques qu'avant, puisqu'elles sont vues sur quelques pixels. Et voilà, à peu près ce que je peux.
Alors là, je peux dire un petit mot. Effectivement, vous vous adressez à un public qui est beaucoup plus orienté numérique et qui va réagir à toutes vos propositions. C'est parfait. Je voudrais rappeler un intervenant, enfin un auditeur, Pierre Estournel, qui me fait quelques remarques sur son neveu qui voyage professionnellement, n'a pas de place d'emporter des livres dans ses bagages. Il utilise des livres audio. Un ami qui perd progressivement la vue est limité également aux livres, donc il préférera les livres audio. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de tous ces points-là ? Alors, moi, je suis... c'est un choix, mais effectivement, nous, on est parti sur du zéro numérique pour plein de raisons. Il y a quelques mois, il y a un auteur en auto-édition sur Amazon qui a sorti 1500 livres en une semaine, qui sont imprimés en fait, puisque Amazon, l'auto-impression, l'auto-édition Amazon, en fait, le deal, c'est un changement majeur, je pense, dans l'édition, mais qui est extrêmement intéressant, et sur tout l'écosystème. En fait, les livres n'existent pas tant qu'ils ne sont pas commandés. Ils sont imprimés en Pologne, en Italie, à la demande, en fait. Alors pour l'instant, la qualité de l'objet n'est pas folle, mais bon, ça vaut un livre de poche, quoi, mal relié. Et voilà. Et donc, on se retrouve avec quelqu'un qui sort 1500 bouquins en une semaine. Vous comprenez bien que derrière, il y a probablement un chat GPT, un mid-journée quelconque pour les couvertures. Et donc, c'est effectivement, je suis persuadé qu'on va avoir des enjeux majeurs sur ces points-là. Et le fait que le livre soit imprimé, qu'il existe physiquement, il va y avoir quelque chose qui va être très important par la suite. D'autant que quand vous passez un livre en numérique, il disparaît, il est absorbé par l'IA. Donc, il va être piraté de manière certaine, ça c'est évident. Sur Kindle, c'est open bar, c'est zéro protection. Il n'y a que Apple qui tient à peu près la route, mais Apple, c'est extrêmement compliqué pour diffuser des ouvrages. Il y a aussi la nouvelle directive européenne qui rend impossible en fait l'édition numérique. Donc, il y a une directive européenne qui fait que il y a des conditions d'accessibilité audio, etc. C'est-à-dire que ça devient un enfer, en fait, surtout quand on fait des livres pédagogiques, probablement plus facile pour des romans, mais sur des livres pédagogiques avec des schémas, en gros, il faut le rendre accessible, limite en braille natif, quoi. Enfin, on est chez les fous. Nous, on fait pas mal d'ouvrages d'aviation. Bon, alors, je sais qu'il y a des malvoyants qui s'intéressent à l'aviation, mais et ça existe vraiment. Mais voilà, on est confronté à ce genre de choses. Donc en fait, il est même économiquement absurde aujourd'hui, étant donné les nouvelles directives européennes, de sortir un livre en numérique à partir du moment où les ventes sont relativement faibles. Et aussi le fait de se faire pirater, ça veut dire que si un auteur est édité et sort ses livres en numérique, et ben en fait, l'IA, rien n'est plus simple. Enfin, vous avez vu les avatars, vous avez vu effectivement ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez demander à l'IA, fais-moi un bouquin à la manière de. Voilà. Et ça marche. C'est-à-dire que et ça soulève des questions sur le droit moral. C'est-à-dire que quand on signe un contrat d'édition avec un auteur, il y a un droit moral. Je pense Gaston Lagaffe qui a fait pas mal couler d'encre, puisque je crois que c'est Franquin qui avait dit qu'il ne souhaitait pas que ça continue, et visiblement Dargaud l'a fait quand même, parce qu'il y a quand même de l'argent à la clé, quoi. Je caricature, mais vous voyez ce genre d'enjeu. Mais quand vous n'avez même pas besoin, puisque vous avez une IA qui a absorbé les livres, ça change tout. Donc quelque part, le fait de sortir des ouvrages uniquement en papier, c'est une stratégie qui est, je pense, osée dans la profession, mais que j'assume complètement et qui, je pense, sera de plus en plus pertinente dans les années qui viennent, surtout sur les ouvrages pédagogiques, mais je pense pas que.
Plusieurs choses. Pour ce qui est de... basiquement, la différence, c'est toujours la même, je ne fais que me répéter, hein, la différence entre un livre numérique et un livre papier, c'est que, en fait, le numérique, il est volatile, on ne peut pas le feuilleter, on peut rien faire avec, quoi. La question de la matérialité est importante. Il y a du... Comment dire, quand on s'attaque à un livre, on connaît son épaisseur parce qu'on l'a en main. On sait si on prend 800 pages ou si c'est un truc en 150 pages. Et ça conditionne. C'est un peu comme quand on va courir, si on sait qu'on a un marathon ou une course ou un 110 mètres ou je ne sais pas quoi. Le numérique ne le permet pas. Oui, on a le nombre de pages, mais en fait, le tenir dans sa main, c'est tout bête ce que je dis, hein, mais permet d'apprécier, d'affronter l'adversaire directement. C'est pas pareil. Je crois qu'il y a une grosse différence. Bon, mais ça, c'est une chose. De la même manière, pour poursuivre sur ce plan-là, quand on va dans une librairie, on peut tomber sur des choses qu'on ne connaît pas. Parce que tout est étalé. Quand on regarde sur les algorithmes, ils nous disent ce qu'il faut lire. Mais non, mais ça va peut-être vous intéresser, etc. Machin et tout. Mais on est toujours dans un terrain totalement connu. Et pour ce qui est de la création par les IA, j'imagine qu'elles vont évoluer, mais actuellement, je ne vois pas très bien. Je crois que la littérature, comme tous les arts et tout, est en prise avec son époque, bien sûr, mais elle évolue avec son époque. C'est-à-dire que l'IA, lui, il ne va pas inventer un nouveau genre, il ne va pas inventer le nouveau roman, il ne va pas inventer rien du tout. Il ne fait que, elle ne fait que travailler statistiquement, avec des probabilités. Quel mot va venir après? Statistiquement, celui-là, voilà. Elle va se baser sur ce qu'on lui a fichu dans la tronche, l'IA. Et elle ne va pas inventer quoi que ce soit. Donc il y a des différences à ce niveau-là. Quant à lire des bouquins à la tonne générés par l'IA, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Pour moi, un bouquin et un bouquin, c'est pas la même chose. Il y a deux sortes de bouquins. Il y a des littératures, il y a toutes sortes de littérature. Il y a des choses il y a des romans qui sont des coups de poing parce qu'ils sont resserrés en 150 pages. Il y a des romans dans lesquels on s'installe parce qu'ils en font 1200. Mais chacun, s'il a été écrit par un auteur, c'est la voix de l'auteur, c'est pas la voix statistique de l'IA qui l'a produit. Je veux dire, il y a des différences là qui ne peuvent pas être comblées. Je pense qu'il y a des fossés qui ne peuvent pas être comblés. Lire un livre pour lire un livre, ça n'a aucun intérêt. Enfin, je veux dire, faire de la soupe en littérature n'a aucun intérêt. Et l'IA ne peut pas, pour le moment, faire autre chose que la soupe. Enfin, moi je vois ça comme ça va évoluer je pense. Mais bon. Une petite question si vous permettez. En chiffre d'affaires, comment se situe aujourd'hui globalement la vente des livres papier et des livres numériques? Est-ce qu'on peut avoir une idée de la partition du marché? Alors, les chiffres qui sont présentés par donc nous on est adhérents au syndicat national de l'édition, au SNE. Les ordres de grandeur que j'ai en tête, je crois que c'est du 8-9% pour le numérique. Nous, c'est pas du S, on n'a jamais constaté ça. On a plus vu du 3%. 3% avec un bonus piratage. Et après, il faut savoir qu'il y a aussi... il y a aussi un effet, c'est-à-dire que pour moi, mais le seul endroit où c'est pertinent d'avoir du livre numérique, ça va être effectivement comme on disait, le voyageur qui part avec sa liseuse. Ça va être le commuteur qui va faire 2 ou 3 heures de transport en région parisienne par jour, où là effectivement il est sur du roman, où là il peut y avoir effectivement ce marché-là, mais on voit bien, enfin on n'a pas été submergé, ça a été un petit bonus, la liseuse, ça n'a pas du tout été la révolution, la révolution annoncée, de la même façon qu'il y a 20 ans, on m'a raconté qu'effectivement au salon de Francfort, ils paniquaient tous avec le multimédia
le DVD est mort avant le livre quand même. Hein. Donc, mais il y a 20 ans, ça faisait paniquer tout le monde. De la même façon que l'IA aujourd'hui fait paniquer tout le monde, je pense que il y a des enjeux au niveau de la création qui sont essentiels, que ce soit côté auteur ou éditeur. Je pense qu'il y a une vraie opportunité pour les éditeurs, parce que finalement dire j'édite cet humain, je mets mon tampon, je mets mon argent et mon tampon pour dire je certifie en gros quelque part, c'est un label d'humanité. Aujourd'hui c'est pas le cas, mais je pense que ça peut devenir un enjeu. Et voilà. Mais donc effectivement l'enjeu, que ce soit sur le livre audio, mais en fait qui a envie de payer pour un PDF en vrai, Vrai. Qui va payer pour un PDF? Personne. Et un livre audio, quand vous voyez mais c'est même pire que ça, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui avec l'IA, vous créez un livre audio qui est d'ailleurs de qualité pour l'instant pas mal, mais bon, on voit que c'est une IA, c'est ce qu'on entendait au départ. Alors, il y a des fois, bon, ça accroche un peu l'oreille, mais c'est qu'une histoire de temps avant que ce soit parfait, en fait. Hein. Et qui a envie de payer pour ça? Audible, c'est du zéro. Enfin, ça va être des abonnements récupérés par les plateformes, et il va rester des clopinettes pour les auteurs. Voilà. Donc, un peu à l'instar de ce qu'on a vu dans la musique. Donc, C'est ce qu'on trouve pour la musique. oui, et résultat, mais le truc, c'est que dans la musique, les musiciens ont la possibilité de faire des concerts. Ah, Les auteurs, un concert d'auteur, c'est beaucoup moins. C'est moins non, mais attractif. voilà, effectivement, à moins de faire de la poésie, ça peut être compliqué. Donc la couverture, bon, l'auteur n'est pas forcément dessinateur ou photographe ou n'a pas forcément l'envie simplement de créer sa propre couverture. La maison d'édition, il faut bien quand même mettre une couverture, sinon ça ne fait pas sérieux. Et donc je pense que le numérique a dû quand même apporter aussi certains avantages dans ce domaine justement de la création graphique pour la présentation de l'ouvrage ou pas. Tout dépend peut-être des ouvrages. Voilà. Moi, je voudrais rajouter quelque chose sur le numérique. J'adhère totalement à ce qui a été dit. Mais alors, moi, mes livres en numérique, c'est très marginal, les ventes par numérique. Par contre, de temps en temps, il y a des personnes qui me disent qu'elles ont des problèmes de vue et que le livre, et qu'elles ne peuvent le lire que par numérique. Mais c'est très, très marginal. Ce qui a été dit sur l'IA, ça aussi c'est effrayant, 1500 livres. Alors moi je voudrais raconter des anecdotes sur l'IA, que je n'utilise absolument pas, puisqu'il y a un confrère qui nous a raconté qu'il s'en était servi pour trouver la fin d'un roman. Et là on nous a raconté que dans un atelier d'écriture, il avait, alors sans dire à ses élèves que c'était un texte qui avait été sorti par l'IA, et le thème c'était la solitude à la manière de Flaubert. Alors là on a eu un texte qui parlait bien sûr de la Normandie. Il aurait dit à la manière de Mistral, il nous aurait sorti la Provence, et les élèves ont cru que c'était lui qui l'avait écrit, ce texte. Alors ce texte, moi je savais que c'était l'IA, je l'ai analysé, je l'ai lu, je me suis dit mais c'est une disserte, thèse, antithèse, synthèse, avec la Normandie bien sûr, Mistral, ça aurait été autre chose, et ensuite la récurrence de mots comme résilience. Et là je l'ai, alors sans lui dire, je l'ai donné à Jean-Paul, mon bêta lecteur, sauf en science-fiction. Alors lui, il m'a dit, il a cru que c'était de moi aussi. Donc c'est quand même un peu, ça interroge quand même ce genre de mystification. Alors pour ce qui est des couvertures, moi je sais pas, moi je ne suis pas à la base de la fabrication, c'est du domaine des éditeurs, sauf le cas où certains éditeurs demandent aux éditeurs, proposent aux éditeurs de proposer une couverture, un thème, ce que j'ai fait par deux fois avec, en proposant des tableaux de mon père qui était peintre. Donc aussi c'était une belle expérience. Mais je ne pourrais pas m'avancer sur le point de vue technique avec l'infographisme.
Oui, bon, même chose, effectivement, les couvertures, tout ça, c'est l'apanage de l'éditeur normalement qui a une ligne. Les livres en général, enfin, bon, on parle de romans, hein, toujours. Les livres sortent dans une collection, parce que les éditeurs ont souvent différentes collections, bien sûr. Donc il y a une ligne graphique, hein, il y a une charte graphique, il y a des couleurs, il y a tout ça, et ça échappe totalement, enfin, pour ma part, totalement à l'auteur, en tout cas. Sinon, pour revenir, je pensais à une image tout à l'heure, quand on parlait, je reviens en arrière, donc, sur la matérialité du livre par rapport à ce côté ineffable de l'informatique, c'est que, en fait, le livre, enfin, les lecteurs se construisent avec les livres. Ce sont aussi les lecteurs qui construisaient les livres, bien sûr, mais je veux dire, on se construit avec les livres. Et pour répondre là tout à l'heure à cette histoire de liseuse, tout ça, je veux dire, comme on n'a rien, hein, c'est de l'air. Donc c'est très poétique finalement de penser que cette pensée-là, elle est dans l'air, elle est rien. Néanmoins, quand on garde des bouquins qui prennent l'humidité dans une maison, effectivement, mais c'est une mémoire. Et quand on passe devant, on sait ce qu'on a lu. Alors le grand plaisir aussi, c'est de prendre ces bouquins, de les classer. Et qu'est-ce qui se passe quand on classe ces bouquins ? On reconstitue de la pensée. Parce qu'un bouquin, c'est aussi de la pensée, quoi. C'est la voix d'un auteur, c'est tout ce qu'on voudra. Mais c'est quelque chose qui participe à la construction de l'individu. Bon, on ne reviendra pas sur le fait que c'est les lecteurs qui font les livres aussi, évidemment, comme ce sont les peintres qui font, que ce sont les regardeurs qui font les tableaux, mais ce sont les lecteurs qui font les livres aussi. Mais justement, après, quand on a tous ces bouquins, si on a un numérique, on n'a rien, zéro. Alors que là, quand on a dans sa bibliothèque tous ces bouquins, eh ben, c'est une histoire de la pensée finalement, de sa propre pensée, qui est là, une mémoire, etc. Donc ça, moi j'y tiens beaucoup. Après, c'est vrai qu'il y a des avantages aussi à l'avoir en numérique, effectivement, quand on part en voyage. Mon éditeur me disait ça une fois. Il me disait, moi, quand je pars en avion, je prends la liseuse, ça m'évite de prendre 15 bouquins dans le sac. Ça, évidemment. Tout à fait. Mais bon, c'est donc une utilisation très très ponctuelle et voilà, les outils servent à des choses précises. C'est un outil, ça sert dans certains cas et ça ne peut pas remplacer le reste, à mon sens. Maintenant, rentrer dans une bibliothèque, je me rappelle avoir rendu visite à Jean Cluzel, à l'Académie française. Il nous a fait visiter la bibliothèque Mazarine. Bon, c'est inouï. Hein, ces livres, ces documents, c'est d'une beauté parfaite. Puis on sait que là-dedans, il y a une résonance d'une humanité. Enfin, c'est merveilleux. Et on n'a jamais le même sentiment dans un écran. Oui, effectivement, pour conserver du savoir, on n'a pas fait mieux que ces trucs-là, dans le temps long. Et après, effectivement, même s'il faut les protéger de l'humidité, mais ça marche quand même plutôt bien. Après, pour ça qu'on les emballe. Tu parles de pérennité, c'est vrai que les supports numériques, leur pérennité, c'est combien ? C'est 0. C'est 10 ans, non mais c'est 10 ans, 15 ans. Après, il y a aussi le papier aussi a ses problèmes, hein, c'est-à-dire que quand je disais diffuseur, distributeur, le chiffre officiel de la profession, c'est qu'il y a 20% de la production annuelle qui est détruite, qui passe au pilon parce qu'elle ne se vend pas assez vite. Pourquoi ? L'éditeur sort des bouquins. En gros, prenons un exemple au hasard, un ancien président qui sort un bouquin, imprimé en Roumanie, ça va direct dans tous les relais de France. Et au bout de 3 semaines, ça part à la benne, en fait. Il faut se rendre compte, en fait, que pour un bouquin de Sarkozy vendu, il y en a 9 qui sont partis à la benne. Le chiffre n'est pas exact, mais quand même. Hein. Pourquoi choisir Sarkozy ? Ah, mais j'aurais pu prendre tout autre. Non, mais parce qu'il a... ça a été effectivement un exemple marquant, en fait, de sortie. Là, je te taquine un peu. Ah oui, non, mais puis là-dessus. Et alors, pour revenir sur la question sur l'IA, alors nous, on utilise l'IA uniquement pour les couvertures. Et on n'utilise pas l'IA toute seule, on l'utilise en fait avec une artiste, en l'occurrence, qui travaille avec l'IA, mais parce que c'est devenu un nouveau métier. C'est-à-dire que
Ici, on parlait de peser l'ouvrage, un ouvrage qu'on vient de sortir sur un état des lieux des énergies mondiales très factuel. Cette illustration de couverture, c'est pas du premier jet de mi-journée, c'est-à-dire qu'il y a un véritable travail du prompt artiste en fait pour arriver à un certain résultat. Après, ici, automobile décarbonée, même principe. On a une voiture qui a l'avantage d'être neutre. Et donc là, pour les couvertures, effectivement, mais on le marque, on l'assume, hein, et on met l'humain et l'IA utilisée. Et effectivement, pour les couvertures, c'est bien, d'autant plus qu'on pourrait dire, mais pourquoi vous ne faites pas appel à un vrai graphiste, tout simplement. Je ne connais pas vos tirages, enfin tirages et surtout chiffre de vente, en fait, parce que il est fini le temps où on disait j'étais tiré à combien, c'est surtout tu en as vendu combien, hein, des bouquins. En gros, il y a très peu de bouquins qui dépassent les 300 exemplaires vendus. Avec 300 exemplaires vendus, vous ne payez pas un graphiste, d'autant qu'en plus vous en vendez à peu près, on va dire une bonne grosse moitié sur Amazon, et Amazon garde la moitié. Donc, quand on se met dans le modèle économique, c'est juste qu'on a des couvertures mieux qu'avant, puisque de toute façon, avant, on ne pouvait pas se payer de graphiste, donc on a des couvertures mieux qu'avant. Mais sur les couvertures, il y a aussi... Et alors, on a aussi là, typiquement, on a la photo. Les étudiants... Alors ça, c'est les étudiants de super-héros qui partent sur Mars tous les ans dans le désert de l'Utah, dans une simulation. Et donc, on a sorti leur dernière aventure, en fait, avec la journaliste qui a fait ça, un super boulot. Et... Enfin, que je dis la journaliste, l'étudiante qui jouait le rôle de journaliste. Donc c'est une étudiante de 20 ans de super-héros, une future Pesquet ou Adono qui a écrit ce bouquin, Erin Pougon. Et là, la photo est réelle. La base est réelle et en fait, on fait des variations à partir d'une photo. Donc voilà, effectivement, c'est un outil. Comme Antidote permet de traquer un peu mieux les fautes d'orthographe, ça peut être aussi un outil. On a une image d'avion comme ça, et on rajoute du ciel automatiquement. Donc il y a aussi cette assistance supplémentaire. Voilà, donc il y a clairement un changement sur les couvertures. Et après, il y a un point que je voulais dire aussi sur les images, mais qui est globalement au niveau de l'IA, et qui est un enjeu majeur dont peu de gens parlent pour le moment. Aujourd'hui, sur Internet, vous avez 80% des images, des nouvelles images qui sont créées par IA. Et en fait, l'IA, quand elle commence à s'auto-entraîner sur elle-même, en fait, le système est divergent. Donc il est tout à fait possible on aura toujours Midjourney qui marche avec l'Internet de 2023-2024 avant qu'il soit corrompu. Mais en fait, plus on met de l'IA dans Internet, plus on a un dataset en fait, d'entraînement qui est mauvais. Et on va avoir un système qui va diverger, et c'est valable aussi pour le texte, c'est-à-dire que là, on est au pic en fait, de qualité parce qu'on n'a que des textes écrits par des humains. Plus on va avoir des textes de merde écrits par des IA, et c'est le cas si vous allez sur les sites d'information en ligne, enfin c'est à pleurer, c'était à pleurer déjà avant l'invention de l'IA, mais ça c'est plus le problème de la presse. Mais quand même, il y a quand même une différence, et donc là il y a un enjeu majeur parce que il est possible qu'on reste bloqué à l'IA de 2023. 22-23 et ça va être assez intéressant avec cette divergence de l'IA qui devient mauvaise parce qu'elle s'auto-entraîne sur elle-même.